Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On nous amène du côté de l'Arabie Saoudite, à Riyad, où ont commencé les pourparlers entre, d'un côté, les États-Unis et l'Ukraine, et de l'autre, les États-Unis et la Russie, dans l'optique d'obtenir un cessez-le-feu au conflit qui oppose justement la Russie à l'Ukraine depuis 3 ans déjà. Alors, très peu de choses ont fuité sur, si tu veux, sur ce qui s'est dit entre les différentes délégations, mais ce que l'on sait déjà, c'est que les Ukrainiens veulent à la fois un arrêt des hostilités, c'est-à-dire à la fois sur terre, dans les airs, et en mer, et à la fois aussi des garanties de sécurité à travers le déploiement d'une force d'interposition composée en partie ou en totalité de troupes européennes ou de troupes otaniennes. Donc, ces garanties-là, en attendant la signature d'un accord de paix durable. Donc, pour les Russes, eux, ils n'en veulent pas. Ils veulent, pour l'instant, un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Tout au plus, ils seraient prêts à accepter un cessez-le-feu en mer, afin de garantir, si tu veux, de permettre de nouveau à ce que les navires russes qui permettent d'exporter les productions agricoles, donc les productions céréalières russes, à destination des pays d'Asie ou d'Afrique, pour pouvoir se déployer, notamment au niveau de la mer Noire, parce qu'il faut savoir que les navires qui partent des ports de Crimée principalement descendent par le détroit du Bosphore et celui des Dardanelles pour ensuite rejoindre ce qu'on appelle les mers chaudes, donc la Méditerranée, et pouvoir ainsi se déployer soit du côté de l'Atlantique ou ailleurs. Et donc, ces ports-là, malheureusement, la Russie, après avoir décidé l'année dernière de se retirer de l'accord sur les exportations céréalières parce qu'elle estimait que cet accord-là lui était préjudiciable dans la mesure où il estimait que les Occidentaux, en fait, mettaient tout en œuvre pour permettre uniquement aux productions céréalières ukrainiennes de sortir des ports et non pas les productions russes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait décidé unilatéralement de se retirer de cet accord-là. Donc, bref, les Russes veulent tout au plus accepter un arrêt des hostilités au niveau de la mer d'Azov et au niveau du bombardement des infrastructures énergétiques, parce que certaines des infrastructures sont régulièrement attaquées, notamment les raffineries, les oléoducs. Donc toutes ces infrastructures pétrolières-là sont généralement bombardées par les drones ukrainiens ou bien par des tirs de missiles ukrainiens. Et donc pour eux, pour l'instant, c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'intention d'aller très vite dans les négociations, c'est-à-dire faire de trop grandes concessions et trop rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en réalité, ce sont eux qui sont les maîtres du temps, dans la mesure où, sur le plan militaire, c'est eux qui sont en train de gagner du terrain. Ils ne le gagnent peut-être pas aussi vite que l'on le souhaiterait du côté russe, mais petit à petit, ils grappillent des kilomètres et ils savent que d'un côté, le pouvoir russe, il sera là jusqu'en 2037, 2036 au minimum, donc ils ont le temps. Et on sait que les Américains, Donald Trump, il est là que pour 4 ans. Et en plus, on a des élections de mi-terme dans 2 ans. Et donc, là, il y a un risque aussi de voir Donald Trump perdre sa majorité, soit au Sénat, soit à la Chambre des représentants. Bref, c'est une possibilité. Et donc, ça pourrait restreindre, si tu veux, restreindre une fois les marges de manœuvre de Donald Trump. Donc, les Russes savent qu'en réalité, ce sont eux qui sont en position de force. Et donc, pour eux, pour la Russie, il s'agit de terminer la reconquête de la zone de Koursk, dans laquelle il y a encore de toutes petites poches de résistance ukrainienne, même si le gros des troupes ukrainiennes, on le sait déjà, a quitté le territoire russe. Maintenant, il reste aussi à discuter sur un certain nombre aussi de propositions qui avaient été faites par les Américains, notamment le fait que les Américains voudraient s'emparer des centrales nucléaires. Il faut savoir que la plus grosse centrale nucléaire encore
au monde existe dans la zone de Tchernobyl. Donc, il y a la centrale nucléaire de Tchernobyl qui est en partie fonctionnelle. Il y avait une des turbines qui avait eu le célèbre accident en 1987, mais il y a une autre turbine qui fonctionne. Et puis, vous avez la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la deuxième plus grosse centrale nucléaire en Europe, après celle de Tchernobyl. Donc, et cette centrale nucléaire, la ville de Zaporizhzhia est en grande partie, je dirais, les 2/3 sous contrôle ukrainien, mais la centrale en elle-même est sous contrôle russe. Et donc, les Américains voudraient négocier à la fois avec les Ukrainiens et les Russes le fait de contrôler ces centrales-là parce qu'ils estiment que ce sont des sites hautement sensibles et que donc, s'ils sont là, ça pourrait éviter tout au plus de permettre que ces sites-là soient bombardés. Mais il faut aussi se rendre compte que même si Donald Trump a fait cette proposition, de mon point de vue, elle sera difficilement applicable. Pourquoi ? Parce que ces deux centrales-là utilisent une technologie russe et c'est une technologie à laquelle les Américains ne sont pas habitués. Même si on leur confiait la gestion de ces centrales-là, en réalité, dans la pratique, d'un point de vue opérationnel, ils ne sauraient pas vraiment comment s'en servir parce que c'est une technologie qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Et donc, de ce point de vue, je pense que ça ne pourrait pas passer. Et donc, on voit bien que, pour l'instant, le Kremlin s'attend à des négociations longues, alors que les Américains voudraient qu'elle soit la plus courte possible. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent une trêve de 30 jours. Et durant cette période de 30 jours, on va négocier une paix, donc un arrêt des hostilités pour plusieurs années. Or, pour les Russes, oui, ils sont d'accord pour la paix, mais ils veulent qu'il y ait la paix sur leurs conditions. Donc, la reconquête de l'ensemble des territoires de l'Est de l'Ukraine. Donc, il faut savoir qu'ils contrôlent seulement à peu près 80% des 4 oblasts qu'ils voudraient conquérir. Sur les 4, il y en a 2 qu'ils contrôlent à 100%, il y en a 3 qui contrôlent, je dirais, à 80%, et le 4e, disons, à 60%. Et donc, les 2 derniers oblasts, notamment celui de Zaporizhzhia et celui de Kherson, ce sont vraiment ces oblasts-là sur lesquels ils continuent les combats, notamment au niveau de Kherson ou dans la ville de Pokrovsk. On a encore évidemment une très forte résistance ukrainienne, même si les Russes expliquent que petit à petit, ils gagnent quand même des kilomètres chaque jour. Mais évidemment, une trêve, s'ils réussissent à négocier une trêve, cela leur permettrait peut-être de cesser le feu, mais dans les conditions actuelles, ils n'en veulent pas. Ils veulent d'abord la reconquête de l'ensemble de ces territoires et ensuite peut-être discuter avec les Ukrainiens. Sauf si les Américains peut-être peuvent leur garantir le fait que ils disent aux Ukrainiens, vous retirez de ces territoires-là en échange, nous on vous offre des garanties de sécurité pour le reste du territoire ukrainien. Donc on voit que évidemment les discussions vont être longues. Les Ukrainiens, comme je l'ai dit, s'attendaient à des discussions rapides. Je ne pense pas que les Russes vont le permettre. Et les Américains aussi voudraient absolument que les deux parties parviennent à un accord. Sauf que si les Américains ont une capacité d'imposer la paix aux Ukrainiens, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette capacité aux Russes parce que, les Russes, pour le moment, résistent aux sanctions américaines, même si un certain nombre d'observateurs disent que oui, ça c'est pour le moment, c'est parce que l'économie russe est passée en économie de guerre et donc forcément à terme, à un moment ou à un autre, ça va faire mal, un peu comme les sanctions économiques sur l'Iran. L'Iran, mais depuis 1979 que ces sanctions-là sont là, le régime iranien tient, même si on le sait que sur le plan économique, c'est très très difficile pour le régime iranien et c'est l'une des raisons pour laquelle ils avaient accepté de discuter avec les États-Unis, notamment dans le cadre du programme iranien. Et même les Américains voudraient se servir justement de la résolution de ce conflit en Ukraine pour se rapprocher des Russes, pour pouvoir essayer de peser sur les Iraniens et obtenir un certain nombre de garanties, notamment l'arrêt total du programme nucléaire et du programme balistique iranien. Mais bref, ça c'est une autre paire de manches. Donc on voit bien là que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est dit, mais ce n'était que les premiers rounds, ce n'était que les premiers jours, mais il faudrait s'attendre, ça, très certainement, à des annonces, peut-être pas aujourd'hui, mais très certainement d'ici mercredi. On saura un peu plus les positions notamment des Russes, parce que c'est, de mon point de vue, c'est la position des Russes qui est la plus importante, qui sera la plus intéressante à suivre, parce que ce sont eux qui ont véritablement la main sur leur destin et sur l'issue de ce conflit-là, étant donné que les Ukrainiens, eux, ce sont des proxys des Américains, ils sont totalement dépendants des Européens sur l'aide, et donc même leurs marges de manœuvre sont dictées par les intérêts européens et américains. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une très grande découverte en soi, mais ce qui sera intéressant de voir, c'est comment la Russie va permettre à la fois
de maintenir ses positions sur le terrain et garantir le fait que ses objectifs dans ce conflit-là, à savoir, 1, la conquête de ces 4 oblasts, 2, la démilitarisation de l'Ukraine, 3, le fait qu'elle n'entre pas dans l'OTAN, qu'elle soit une zone tampon, donc considérée comme un pays neutre, et comment est-ce que ces relations-là avec le reste de l'Europe va suivre. Tout ça va être particulièrement intéressant à suivre au cours des jours qui suivront, notamment à Riyad. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au Pilote de la Capitale, sur la radio, la Pilote de la Capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.